commerciales qui sont avec nous depuis 15 ans, qui connaissent la fiscalité sur le bout des doigts et qui vont vous faire cette présentation. Donc, juste un petit mot, je ne vais pas prendre la main sur ce qu'elles vont vous raconter après, mais le groupe MG, c'est un cabinet d'expertise comptable. Hein, on est situé sur la Savoie, Haute-Savoie, le Rhône et l'Isère. Et au sein de ce cabinet d'expertise comptable, on a un service dédié à la fiscalité locative immobilière. Et donc, c'est le service qu'on va vous présenter ce soir. Je reviens sur ce que disait Robin. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que la fiscalité, ça soit un frein pour la mise en location d'un bien. Et vous verrez qu'il y a des systèmes fiscaux qui permettent de limiter, voire de gommer totalement la fiscalité sur les revenus locatifs. Donc, on va vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous laisse avec Sabrina et Clarisse pendant une petite heure. Passez un bon moment. Je ne suis pas loin, je suis à côté. Bonsoir à tous, merci pour votre présence ce soir. Donc, pour vous présenter un petit peu notre société, donc comme le disait Christelle, on est donc un cabinet d'expertise comptable, mais on a également d'autres domaines d'activité dont nous avons des gestions. Donc, par exemple, l'audit, la protection sociale. On a également des avocats en droit des affaires, des avocats fiscalistes. Des gestionnaires de patrimoine. Voilà, on a une multidisciplinarité dans le domaine de l'expertise comptable qui nous permet de pouvoir répondre un petit peu à toutes les attentes et à toutes les demandes que pourraient avoir nos clients auto-entrepreneurs ou nos clients qui ont des sociétés ou des clients particuliers comme vous qui souhaitent être conseillés au mieux dans le cadre de leur investissement. Voilà. On va vous présenter un petit peu plus notre activité au sein du service donc, de la fiscalité immobilière. Donc, nous, on est une équipe de 40 collaborateurs multilingues. Donc, on a des compétences en anglais, en italien, en chinois également. Voilà, on a une équipe polyglotte au sein du service. On gère actuellement 28 000 propriétaires en France, donc dans toute la France. On rayonne également aussi un petit peu à l'international parce qu'on a 3 000 clients qui sont non résidents. On est les leaders de la fiscalité immobilière en France et on bénéficie d'une expérience assurée et garantie de 40 ans. On a bien compris au sein du groupe qu'il y avait une transformation du métier de l'expertise comptable et que les clients qui font appel à nous, ils n'attendent pas uniquement l'établissement d'une liasse fiscale, ils ont besoin d'un conseil, en fait, d'une écoute de quelqu'un qui pourra les aider à optimiser au mieux leur investissement et ça passe particulièrement par la fiscalité. Donc, nous, on propose un service qui est clé en main, où on vous décharge complètement de toute la partie administrative de la création de vos activités de location et également de toute la partie comptable avec l'établissement des bilans, les aides au report pour vous permettre de faire votre déclaration sur le revenu et bien sûr toujours dans le conseil et dans l'idée d'optimiser au mieux votre fiscalité. Voilà, donc ce soir, on va vous parler, nous, principalement de la location meublée qui peut vous intéresser particulièrement sur le secteur dans lequel vous vous situez dans le cadre de location dite touristique. La location meublée, donc c'est un régime qui, comme son nom l'entend, nécessite que le logement que vous mettez en location soit meublé, donc c'est-à-dire que vous êtes propriétaire des murs, mais vous êtes également propriétaire du mobilier qui équipe le logement. Voilà. Alors, on ne peut pas dire je mets un canapé clic-clac, une table et 4 chaises et ça y est, mon logement est meublé. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a un décret de la loi Allure qui précise point par point le mobilier qu'il est obligatoire d'avoir dans un logement pour qu'il soit considéré comme meublé. Donc, on a la literie, on a les ustensiles de cuisine, le canapé, une partie d'électroménager. Voilà, il y a quand même un listing à réaliser pour qu'en fait, quand le locataire arrive dans votre logement, il puisse y dormir, y vivre et y manger sans avoir à ne rien acheter derrière. Voilà, donc on va vous présenter donc au niveau de la location meublée les 2 régimes qui sont possibles d'appliquer sur cette activité de location.
Alors, bonsoir à tous. Alors, voilà, on va vous présenter les deux régimes de l'allocation meublée. Donc, tout d'abord, on a le régime micro BIC et le régime du réel, du BIC réel. Donc, BIC, bénéfices industriels et commerciaux, c'est la catégorie dans laquelle le régime de l'allocation meublée se trouve. Donc, on va commencer par le régime micro. Donc, le régime micro, on va d'abord vous présenter les nouveautés de 2024. Donc, le régime micro, c'est déclarer vos revenus locatifs sur votre avis d'impôt sur le revenu et un abattement est appliqué par l'administration. Donc, auparavant, c'était un abattement de 50% ou 71% si le logement était classé meublé de tourisme. Donc ça, c'était valable jusqu'au 31 décembre 2023. Et à partir de 2024, on a quelques petites nouveautés, en particulier zone tendue ou pas tendue. Donc, on a une cartographie qui a été mise en place sur le site de l'administration pour qu'on puisse vérifier si votre commune est située en zone tendue ou non. Et dans ce cas-là, l'abattement est modifié et change en fonction de si c'est une zone tendue ou non. Donc, comme vous pouvez le voir, le taux d'abattement est passé de 30%, de 50 à 30% et de 71 à 51% si vous êtes en zone non tendue. Les plafonds de loyer ont aussi été modifiés. On était sur des plafonds à 77 700 et 188 700 qui sont aujourd'hui basculés à 15 000. Au-delà de ce plafond de 15 000 euros, vous serez obligé de choisir le régime du réel simplifié. Vous ne pouvez pas rester sous le régime micro-BIC. Cette disposition, elle s'applique à partir des revenus qui seront déclarés en 2024. Donc là, actuellement, si vous êtes sous ce régime-là, il n'y a pas de changement parce qu'on déclare les revenus de l'année 2023. Par contre, l'année prochaine, effectivement, si vous êtes concerné par ces dispositions et que vous faites plus de 15 000 euros de location par an, il va falloir donc réfléchir à votre changement de régime parce qu'il va s'imposer à vous de plein droit. Juste pour information, on a fait les vérifications dans le secteur de Loisan. Vous n'êtes pas concerné par les zones tendues, mais c'est une cartographie qui peut être amenée à évoluer. Donc, il faut rester vigilant sur cet élément et ces nouvelles dispositions qui ont été mises en place par l'administration fiscale. Alors après, si vous voulez faire quelques vérifications par rapport à votre secteur, on vous a mis en bas du tableau le site sur lequel vous pouvez vous rendre pour vérifier si votre commune se situe en zone tendue ou non. Voilà, comme le disait Sabrina, c'est à partir du 1er janvier 2024. Donc voilà, ce sera un bon moyen de vérifier. On va vous présenter un exemple pour que ça soit un peu plus parlant. Voilà, donc on a pris l'exemple d'un bien aujourd'hui qui coûte 250 000 euros, d'une valeur de mobilier de 5 000 euros avec des loyers annuels de 10 500 euros. Donc dans cet exemple, c'est un appartement qui est situé aux Deux Alpes, qui est loué via Airbnb. Comme on a pu le préciser tout à l'heure, les Deux Alpes ne se situent pas en zone tendue. Donc, du coup, on va être sur un abattement au régime micro de 51%. Donc, au régime micro, dans la première colonne du tableau, on vous déclarez donc sur votre fiche d'imposition les 10 500 euros de revenus. 51% d'abattement sont appliqués. Donc, vous arrivez à une base imposable de 5 145. On a pris un exemple de calcul d'impôt sur une tranche moyenne d'imposition de 30%. Donc, pour une base imposable de 5 145 euros, avec un impôt à 30% plus les prélèvements sociaux, on arrive à un montant d'impôt de 2 428 euros. Donc ça, c'est votre montant d'impôt à payer en déclarant des revenus locatifs de 10 500 euros au régime micro-BIC. On vous présente ensuite le régime du réel simplifié. Donc, réel simplifié, on va pouvoir déclarer sur une liasse fiscale, donc à part de votre déclaration d'impôt sur le revenu, les revenus locatifs de 10 500 euros. Il faut savoir que sous le régime du réel simplifié, les semaines d'occupation personnelle doivent être déclarées. Donc, les semaines d'occupation personnelle, c'est si vous occupez votre logement à titre personnel, à titre davantage en nature, ces revenus doivent être déclarés.
Il n'y a pas d'abattement puisque nous sommes sous le régime du réel simplifié. Donc, à la place de l'abattement, on va pouvoir déduire toutes les charges que vous payez. Les charges courantes, on parle de charges de copropriété, on parle de taxes foncières, on parle d'intérêts d'emprunt, d'assurance sur prêt, on parle d'assurance habitation. En fait, tout ce que vous dépensez pour cette location, pour le maintien de la location, est déductible. Tout à l'heure, en introduction, on parlait du projet donc de la communauté de communes de Loizan et son investissement sur la rénovation énergétique. Par exemple, les travaux qui pourraient être réalisés au sein de votre copropriété sont déductibles et sont également amortissables. On va y venir juste après, mais c'est actuellement le seul régime fiscal qui vous permet de déduire 100% de vos charges. Et du coup, ça a un réel impact sur votre résultat. Juste une petite précision complémentaire, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu absurde de déclarer sa propre occupation personnelle de son logement, parce que finalement, il nous appartient et on devrait avoir le droit d'y aller toute l'année sans rien avoir à payer. En fait, le fait de déclarer ses loyers nature, ça va permettre de pouvoir déduire des charges sur toute l'année. C'est-à-dire que votre bien, il est normalement attribué à de la location et il doit être proposé à la location toute l'année. Donc, en déclarant vos loyers nature, vous montrez qu'il y a une activité continue tout au long de l'année et du coup, on peut justifier la déduction des charges sur une année complète. Si ce n'est pas fait, on ne pourra déduire les charges que sur les périodes de location effective et là, c'est un petit peu plus contraignant et c'est fiscalement moins intéressant. Parce que du coup aussi, si on déclare que si vous déclarez pas vos semaines d'occupation, donc on pourra déduire que les charges qui sont liées à la période locative, mais aussi on ne pourra pas amortir le bien. Donc du coup, on n'aura pas cet avantage fiscal de l'amortissement qui peut nous permettre de passer d'un résultat bénéficiaire à un résultat déficitaire fiscalement, qui nous permet du coup de ne pas payer d'impôts sur les revenus locatifs. Voilà. Donc c'est important qu'il soit proposé à la location toute l'année et de déclarer des séjours personnels. Comme vous pouvez le voir également, on va pouvoir déduire des amortissements. Donc, les amortissements, c'est une quote-part qui est calculée sur la valeur du bien et aussi sur la valeur du mobilier. Donc, c'est un avantage fiscal que vous pouvez avoir et qui se rajoute en fait à vos charges que vous que vous payez réellement. Donc, par contre, pour le calcul de l'amortissement, on va se baser sur uniquement 90% de la valeur de votre bien. Donc, 100% n'est pas amortissable. On considère que 10% est rattaché au terrain. Ça va être une durée d'amortissement sur 25 ans. Et pour le mobilier, on amortit 100% de la valeur sur 10 ans. On arrive dans notre exemple à 9 500 € d'amortissement qui viennent se rajouter aux 2 300 et se déduire des 11 500 de revenus locatifs. Et on a une base imposable de moins 300 €. Moins 300 €, c'est un déficit fiscal qui signifie que du coup, au niveau de l'impôt, c'est zéro. On n'aura pas d'impôt à payer sur les revenus locatifs de 10 500 € que vous avez perçus. Voilà, c'est vraiment le gros avantage de la location meublée au régime du réel simplifié. C'est cet amortissement comptable qui permet chaque année de venir intégrer dans les charges un 25e de la valeur immobilière de votre bien et un 10e du mobilier. Donc, c'est très intéressant. Alors, ce n'est pas forcément intéressant que sur la période d'amortissement. C'est également intéressant, même souvent après l'amortissement, justement, une fois que les 25 ans sont terminés. Parce que en fait, on aura pendant toutes ces années-là souvent pas payé d'impôts, bénéficié d'amortissements qui n'ont pas été utilisés, qui ont été stockés et qui sont reportables. Donc, on arrive souvent à faire encore plus d'années avec un résultat fiscal à zéro, donc c'est-à-dire zéro impôt. Il n'y a pas de prélèvements sociaux, il n'y a pas de surprise à la fin. On est vraiment sur du zéro impôt. Alors, ce déficit que vous générez aujourd'hui, il ne se reporte pas sur votre impôt sur le revenu directement, il s'impute uniquement sur des revenus de même nature. Donc, il va s'imputer dans le cas où vous aurez, dans quelques années, imaginons un bénéfice. Ce bénéfice-là va être gommé avec les déficits antérieurs que vous avez générés pour limiter ou annuler l'imposition jusqu'à total épuisement de ces déficits. Une fois que ces déficits sont totalement épuisés, vous serez effectivement imposable sur le bénéfice généré,
Le but de l'opération sous le régime du réel simplifié, c'est de faire durer le plus longtemps possible ce déficit, de continuer à stocker du déficit sur votre liasse fiscale pour ne pas payer le plus longtemps possible d'impôts sur les revenus locatifs. Est-ce que vous avez des questions sur ces éléments et cette différence entre le micro et le réel? Je vais faire office de modérateur. Il y a eu des questions, effectivement. Une première question, vous avez partiellement répondu, mais je vais vous laisser reprendre. Donc, qui est en réel simplifié, comment valorisez-vous les semaines personnelles? Il semble que cela n'est pas pris en compte dans les 10 500 €. Alors, la valorisation des semaines personnelles, elle se fait de la manière suivante. En fonction des périodes de location, quand on est sur un secteur touristique, le prix de la nuitée peut varier. Voilà, sur Loisan, la nuit au mois de février n'a pas le même prix qu'au mois de juillet. En fonction de la période à laquelle vous avez occupé votre bien, on va vous demander le nombre de jours d'occupation et on va vous demander de valoriser cette occupation à 75% du prix tarif public. Donc, vous prenez le prix de la nuitée que vous vendez sur une plateforme de réservation ou autre, vous prenez 75% de ce montant-là et ça vous donne votre loyer nature. Une deuxième question pour savoir si l'amortissement fonctionne-t-il dans le cas d'un achat neuf ou pas? Oui, tout à fait. L'amortissement est valable tout le temps dans le cadre du régime du réel simplifié. Alors, 25 ans, c'est dans le cadre d'un bien ancien qui est mis en location, voilà, d'un bien un peu plus ancien, mais pas récent. Et sur un bien neuf, on applique la même chose, sauf que c'est sur 30 ans. Donc, on se base sur 90% de la valeur et du prix d'acquisition sur 30 ans. Après, du coup, il y avait des questions pour savoir si le texte de loi est-il passé concernant la modification de l'abattement. Oui. Le texte de loi a été validé pour la modification du taux d'abattement sous le régime micro. Donc, les abattements qu'on vous a présentés dans les slides précédentes avec les passages à 30%, ça, c'est suite à la dernière loi fiscale et ça, c'est applicable à partir du 1er janvier 2024. Par contre, il n'y a pas de modification sur le régime du réel simplifié. C'est uniquement le régime du micro qui a été impacté par la nouvelle loi fiscale. Ok. Je vais peut-être donner la parole maintenant un petit peu pour changer à quelqu'un dans la salle. Je crois que c'est Jacques Lapierre qui a levé la main. Si vous voulez bien poser votre question en ouvrant votre micro, sinon je peux le faire pour vous. Posez votre question. Savoir, donc un logement qui a été acquis depuis plus de 25 ans ne peut pas être amorti. Alors, tout dépend s'il a été mis en location Ou en meublé. Avant de passer au réel simplifié 25 ans plus tard. Oui. Pardon. Oui, c'est un Votre logement. question, c'est plus, est-ce que le logement, la question, c'est est-ce que le logement a été mis en location avant ou vous débutez l'activité locative maintenant? Non, il a déjà été mis en location, il est en micro BIC. Et donc, puisque on regarde la simulation avec les amortissements, etc., ce logement qui a plus de 25 ans, il ne peut plus bénéficier d'amortissement. Non, vous avez tout épuisé en fait. Dans l'abattement du micro, il y a une partie d'amortissement. Donc effectivement, si ça fait 25 ans qu'il est déclaré au micro, on n'aura plus du tout la possibilité d'amortir. Pas 25 ans, donc au départ, il était en BIC réel. Hein, donc voilà. Oui. Après, il est maintenant depuis 4 ou 5 ans en micro BIC, donc avec l'abattement de 71%. Mais si je repasse en BIC réel, je ne pourrais pas amortir. Ça dépend. Le bien, vous nous dites qu'il est loué en meublé depuis combien d'années? Sous quel régime? Peu importe. Il est loué depuis le départ, hein. Depuis 25 ans.
Ouais, Ouais, donc non, parce qu'en fait, voilà, c'est comme Sabrina vous expliquait, dans l'abattement du micro, Il on y a considère qu'il y a des charges réelles dedans, dont l'amortissement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas repartir sur un nouvel amortissement puisqu'il y a déjà eu l'abattement qui a été pris en compte. D'accord. Donc si ça fait plus de 25 ans, on ne pourra pas amortir le bien. Merci. Peut-être, je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps, on peut prendre encore les 2 dernières questions dans le chat, si vous êtes d'accord. Oui. Du coup, toc, toc, toc. Bonjour, quelle démarche administrative spécifique pour passer au réel simplifié? On va vous en parler juste après D'accord. sur les formalités à faire. On peut déjà vous répondre rapidement. Déjà, il faut savoir un point important, c'est que vous ne pouvez pas être au régime du micro si vous êtes en indivision, si vous êtes propriétaire en indivision. Quand on parle d'indivision, on parle d'un couple pacsé, d'un couple marié sous le régime de la séparation ou de frères et sœurs ou d'autres personnes voilà, qui ont acheté en indivision. Le régime du micro est interdit pour l'indivision. C'est donc le BIC réel simplifié qui s'applique de plein droit pour les indivisions. Ensuite, quand vous souhaitez créer une activité de location, que vous soyez au micro ou au réel, normalement, vous êtes censé vous enregistrer comme propriétaire ayant une activité de location meublée auprès du guichet unique. Donc, c'est le nouveau service de l'INPI. Donc, c'est anciennement le greffe du tribunal où on faisait les formalités d'enregistrement des activités. Maintenant, ça a un petit peu évolué. Mais en tout cas, vous êtes obligé de vous référencer auprès de l'administration fiscale comme ayant une activité dite commerciale, mais non professionnelle. Et ensuite, il vous est attribué un numéro dit SIREN qui vous sera rattaché toute votre vie pour cette activité de location et qui permettra justement à l'administration fiscale de connaître votre activité et ça nous permettra également de pouvoir déclarer vos revenus locatifs par la suite. Il restait, il me semble, une dernière question. Merci. Une dernière, peut-être sinon, qui était le délai de passage du micro au réel et vice-versa. Quel est le nombre d'années minimum et les options à formuler quand et comment, mais peut-être ça sera répondu aussi après. Alors, il n'y a pas de délai. Aujourd'hui, le but, c'est d'optimiser un maximum le résultat. Donc, nous, on a quand même un devoir de conseil. Donc, si on se rend compte que sous le régime du réel simplifié aujourd'hui, c'est plus intéressant de rester sous ce régime-là, on va faire une simulation. Et si le micro est intéressant, on vous informera sur ce changement de régime. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de délai. Spécifique à proprement parler. Excusez-moi, je complète. Excusez-moi. En fait, ça a changé et si par exemple vous êtes au régime micro BIC et vous voulez opter pour le régime réel simplifié, il faut le faire avant la date butoir du dépôt de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc avant le mois de juin, donc en fonction de la date qui vous est imposée par l'administration fiscale. Si vous avez déjà un numéro SIREN pour déclarer vos revenus au régime micro BIC, à ce moment-là, il faut, via l'espace professionnel sur le site des impôts, déposer une demande d'option sur la messagerie. En revanche, si vous n'avez jamais immatriculé votre activité au régime micro BIC, là, on est moins tenu de respecter des délais puisque finalement, vous êtes inconnu de l'administration fiscale et on pourrait opter à tout moment. On s'aperçoit qu'en fait, ces délais, ça dépend vraiment des centres des impôts duquel vous dépendez. Et ce qui se passe, c'est que des fois, ça fonctionne. Donc, même si vous êtes en dehors du délai, vous faites votre demande d'option sur le site des impôts et on vous l'accorde. Et puis, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, sachez que si, par exemple, vous souhaitiez passer au régime réel simplifié pour les revenus 2024, alors il faudrait faire votre demande d'option avant la date butoir de votre déclaration d'impôt sur le revenu.
Merci. On a encore des questions sans réponse dans le chat, mais peut-être ce qu'on fera, c'est qu'on les reprendra un petit peu plus tard, si vous en êtes d'accord. Et comme ça, on avance un peu. Peut-être que vous aurez des réponses aussi au cours de la deuxième partie de la présentation. Très bien. Et ben on poursuit. Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure, donc les obligations du loueur en meublé. Donc, comme je vous le disais, il y a une obligation d'inscription auprès du guichet unique donc pour déclarer son activité de location meublée. Il y a également une obligation au régime du réel simplifié de déposer une déclaration qui est la numéro 2031, donc qui est la déclaration spécifique de la location meublée. Ensuite, il faut reporter donc, le résultat fiscal de votre activité dans votre déclaration sur le revenu. Vous avez également l'obligation de créer un espace professionnel sur le site des impôts. Donc, vous êtes toujours souvent dans une catégorie de location meublée non professionnelle, mais l'activité de location étant une activité commerciale, c'est donc le service des impôts des entreprises qui gère ces activités et non pas le service des impôts des particuliers. Et donc, pour pouvoir échanger avec eux, il est nécessaire d'ouvrir un espace professionnel sur le site des impôts. Il y a également une obligation de télétransmission des déclarations. Donc, ça, c'est les règles de téléprocédure de l'administration fiscale. Donc, les déclarations doivent être télétransmises directement aux impôts. Il n'est plus possible d'envoyer sa liasse papier pour qu'elle soit traitée par l'administration fiscale. C'est refusé. Donc, c'est une obligation de télétransmission. Je crois qu'il y a une question. On a vu Oui. une main se lever. Non, je ne sais pas. Non, on continue. Au niveau des taxes, oui. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat. J'ai l'impression que vous avez un problème de micro. Je ne sais pas, on vous entend pas en tout cas. Oui, c'est peut-être moi. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, là, on Oui. vous attend. Oui, justement, la question, c'était la fameuse taxe foncière des entreprises, parce qu'on normalement, on ne la payait pas quand on est dans une station, si la station, si on était meublé. Par contre, là, je présume qu'on la paye. Je me suis fait bien comprendre, non? Peut-être pas. Oui. Oui, oui. Donc, effectivement, il y a une taxe qui est propre aux activités commerciales. En fait, ça s'appelle la CFE. Donc, c'est la cotisation foncière des entreprises. Elle est due par tous les propriétaires de location meublée qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 € par an. Donc, c'est anciennement la taxe professionnelle qui était appliquée par les communes. Jusqu'à très récemment, certaines communes ne la pratiquaient pas du tout. C'est une taxe qui est mise en place sur décision de conseil municipal. Et c'est vrai que c'est une taxe qu'on retrouve de plus en plus sur la location meublée. C'est une taxe qui, à partir du 1er janvier 2024, va surtout concerner tous les loueurs en meublé. Avant, on avait encore une petite distinction entre ceux qui louaient sous bail commercial par le biais d'une société de gestion et les autres, c'est-à-dire ceux qui louent par mandat de gestion ou par plateforme. À partir du 1er janvier 2024, tout le monde sera soumis à la CFE. Donc voilà, il faudra qu'on vérifie tout ça. Alors la CFE est généralement mise en ligne sur votre espace professionnel des impôts, d'où l'importance de l'ouvrir pour qu'on puisse vérifier au moment venu que la CFE est bien mise en ligne et dans ce cas-là, la payer. Et jusqu'à présent, il y avait une exonération possible aussi quand votre bien était classé meublé de tourisme. Et cette exonération, elle disparaît à partir de l'année 2024. Donc, le classement meublé de tourisme ne permettra plus d'être exonéré de la CFE. Il y a aussi un petit point important. On a connu une exonération de la taxe d'habitation et un assujettissement à la CFE et vice-versa. Aujourd'hui, vous pouvez payer une taxe d'habitation et une CFE en même temps. La taxe foncière, elle est propre à chaque propriétaire, donc pas de changement là-dessus. Donc, vous pouvez, dans le cadre du réel simplifié meublé, payer ces 3 taxes. Qui sont également 100% déductibles dans votre bilan.
puisque ça reste des taxes donc réglées dans le cadre de l'activité locative. En termes de déclaration, comme on vous l'a précisé, il y a une déclaration en 2031 qui est à déposer dans le cadre du régime du réel simplifié. Donc, cette déclaration, elle doit être télétransmise aux impôts chaque année. Et on vous... Et la déclaration d'impôt sur le revenu, donc il y a le report du résultat qui est mentionné sur votre liasse fiscale 2031, qui est à reporter dans votre impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus annexes. Alors, on voulait vous évoquer 2 points assez importants. Donc, le statut de loueur en meublé professionnel. Donc, il y a deux petites nuances. Donc, il y a parler de professionnel fiscalement et professionnel socialement. Donc, on va d'abord évoquer le statut fiscal du loueur en meublé professionnel. Donc, pour être considéré comme loueur en meublé professionnel, il faut que les revenus locatifs soient supérieurs à 23 000 € et que les revenus locatifs soient supérieurs aux revenus de votre foyer fiscal. Revenus du foyer fiscal, on ne considère pas dedans les revenus fonciers et les revenus des capitaux mobiliers. Si ces 2 conditions sont réunies, vous êtes considéré comme professionnel et dans ce cas-là, il y a une inscription en tant que loueur en meublé professionnel à faire auprès du guichet unique. On considère que vous devenez professionnel parce que c'est votre activité de location qui génère le plus de revenus pour le foyer. Et donc, l'administration reconsidère cette activité comme étant votre activité principale et vous passez donc sous un régime de loueur en meublé professionnel. Il y a une petite subtilité qui pourrait vous intéresser concernant la location touristique, le court séjour. Tu peux passer la slide. C'est attention, si vous faites de la location via des plateformes de réservation type Airbnb, Booking ou autre, tout ce qui est location touristique court séjour, si vos loyers annuels dépassent 23 000 €, vous devenez LMP au niveau social, c'est-à-dire que vous avez une obligation de vous affilier à la Sécurité sociale des indépendants, donc l'URSSAF, parce que l'administration considère que vous pratiquez une activité commerciale à part entière une fois que vous avez passé ce seuil de 23 000 € et demande donc une affiliation au niveau de l'URSSAF. Alors, au niveau des avantages en tant que loueur en meublé professionnel, donc, on a pu évoquer tout à l'heure dans le cadre du non professionnel que le déficit fiscal généré ne s'imputait pas sur vos revenus personnels, mais sur des revenus de même nature, donc catégorie des BIC. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on est professionnel, la déduction du déficit se fait sur tous les revenus. On peut aussi être exonéré de la plus-value si le bien a été détenu pendant plus de 5 ans, consécutifs ou non d'ailleurs. Voilà. Si pendant l'activité de location meublée, il y a eu au moins 5 années sous le statut du loueur en meublé professionnel. Et vous pouvez être exonéré donc d'IFI, impôt sur la fortune immobilière, en cas de bénéfices générés et aussi si jamais ces revenus sont supérieurs aux autres revenus de votre foyer fiscal hors retraite. Et dans ce cas-là, vous êtes exonéré d'IFI sur les biens mis en location meublée. Oui. Alors, on reprend un petit point administratif. On vous l'a évoqué au début, mais c'est vraiment très important de connaître cette notion. Le statut juridique de loueur en meublé, il est très clair. Si vous faites une acquisition en nom propre, vous êtes de plein droit au régime du micro-BIC en fonction de la limite des plafonds à ne pas dépasser en fonction de votre mode de location. Et si vous souhaitez être au régime du réel simplifié,
c'est une option, c'est à déposer c'est une demande à déposer auprès du centre des impôts. Attention, pour rappel, si vous faites une acquisition en indivision, vous êtes de plein droit au régime du BIC réel simplifié. Et ça concerne les couples pacsés et les couples également qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Vous avez également la possibilité de faire de la location si vous achetez via une SCI. Donc, on rappelle les sociétés, notamment les SCI, souvent on les construit, on les met en place dans un but de transmission. Réellement, c'est souvent pour préparer le futur. Alors, on ne peut pas faire de la location meublée avec toutes les SCI. La location, vous pouvez faire de la location. Si vous avez une SCI à l'impôt sur le revenu, vous ne pourrez faire que de la location nue, donc une déclaration de revenus fonciers classique. Si vous souhaitez faire de la location meublée avec une SCI, il faudra que votre société soit imposée à l'IS, donc à l'impôt des sociétés. Attention, en cas de revente, il peut y avoir un impact fiscal assez important. Donc ça, c'est vraiment à étudier avec votre notaire ou avec votre conseiller en patrimoine lors de votre acquisition. Le choix de la structure qui va prendre en charge cette activité de location, elle est très importante à définir avant la mise en location. Vous pouvez également faire une acquisition via une SARL de famille. Là, vous avez tout à fait la capacité de faire de la location meublée. Donc, ce sont des sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Et en cas de revente, on est donc sur une plus-value des particuliers. Attention, SARL de famille aussi, c'est très encadré, c'est très limité aux parents, aux enfants, aux frères et sœurs. Et c'est tout. Ce n'est pas, il me semble, on ne peut pas avec les cousins. Voilà, c'est vraiment la famille du premier rang. Voilà, on insiste vraiment sur la transmission. Si ce n'est pas dans ce cadre-là, peut-être qu'après, c'est mieux de voir sur une activité non propre. Le coût de constitution de ces sociétés reste assez conséquent. Donc voilà, c'est une situation à analyser, mais on insiste vraiment sur la transmission. C'est surtout pour ça que ces sociétés sont mises en place. Voilà, nous, au niveau du cabinet, donc on peut vous proposer nos services. Donc, on n'a pas besoin d'être dans le même secteur forcément que vous pour pouvoir prendre en charge votre activité ou votre projet. Maintenant, avec les nouveaux outils, on peut parfaitement traiter par téléphone, par visio, via les mails ou autres. Donc, nous, nos points forts, c'est notre réactivité, notre disponibilité. On a de nombreux collaborateurs, on sait faire. Voilà, c'est vraiment notre domaine d'activité spécifique. C'est ce qu'on sait faire, l'optimisation fiscale, les conseils personnalisés. On vous propose également un forfait d'assistance en cas de contrôle fiscal pour vous décharger complètement. Alors, qui dit contrôle fiscal ne dit pas qu'il y a un problème dans le dossier. C'est souvent des contrôles aléatoires, mais voilà, le contrôleur peut être amené à poser quand même des questions assez spécifiques. Et nous, notre mission, c'est de vous assister et de prendre le relais en fait sur ce contrôle pour vous décharger complètement sur ce sujet. On a également mis en place un espace client en ligne qui vous permet d'accéder à toutes vos liasses fiscales, tous vos documents, tous vos bilans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, donc on a vraiment pour objectif d'apporter de la sérénité un petit peu à nos clients. Vous nous confiez votre administratif, votre gestion comptable, votre optimisation fiscale. On s'occupe du reste parce que c'est notre spécialité. Là, on vous a mis une proposition, enfin, on vous indique un tarif sur une déclaration annuelle. On va être à 276,50 € hors taxe. Donc, ces honoraires, ils sont également 100% déductibles de votre bilan si vous choisissez l'option du régime du réel simplifié. Et pour un lot supplémentaire, on sera à 100 € hors taxe en plus par an. Voilà. Pour la proposition qu'on pouvait vous faire ce soir. Ça va être le moment des questions, donc n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières.
On vous mettra à la fin de la diapositive nos coordonnées. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez nos numéros de téléphone, nos adresses mail qui vont s'afficher. Si vous avez la moindre question, voilà, on est là pour vous répondre. C'était aussi l'objectif de ce webinaire, pouvoir vous renseigner au mieux. Donc, surtout, n'hésitez pas à passer le cap du téléphone ou du mail, vraiment. On pourra étudier ensemble votre dossier et vous conseiller au mieux. Oui, bonjour, j'ai juste une question sur votre proposition tarifaire. Est-ce que ça comprend la saisie des opérations comptables? Et sinon, comment se fait-elle? Est-ce que c'est sur un espace, ça peut être fait par le propriétaire ou comment c'est? Merci. Alors, nos honoraires comprennent la création du dossier jusqu'à l'établissement du bilan et aussi jusqu'à la télétransmission des déclarations. Donc, c'est une note d'honoraires par an sur la base de ce qui vous a été annoncé. Et on fait tout de A à Z. Voilà, en fait, on vous envoie chaque année une demande de renseignement dans laquelle vous nous reportez le montant des loyers que vous avez perçus, les charges que vous avez payées, et nous, avec les justificatifs, bien sûr, et nous, avec ces éléments-là, on prépare votre bilan. Donc, c'est nous qui faisons la saisie pour vous. On prépare votre bilan, votre liasse fiscale, on vous l'envoie pour contrôle, et ensuite, celle-ci est télétransmise à l'administration dans le respect des délais. Parfait, on vous adresse tout ça par mail, c'est possible? Oui, alors on a plusieurs canaux pour la transmission des documents, donc vous pouvez nous adresser votre dossier par mail. On a également, via notre espace client, une zone de dépôt de documents dans lequel vous pouvez charger tous les documents, tous les justificatifs qui concernent votre activité et l'exercice sur lequel nous sommes en train de travailler. Voilà, après, on traite aussi beaucoup de dossiers par courrier encore, donc il y a vraiment plusieurs solutions. Merci. Merci à vous. Je vais reprendre avec des questions un peu plus anciennes. Une question, donc, étant belge, je dois déclarer en Belgique mes revenus locatifs ou ma base imposable. Je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre à cette question ou pas. Alors, pour les non-résidents, ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà l'obligation de déclarer vos revenus locatifs en France. Comme vous l'ont expliqué Sabrina et Clarisse, la plupart du temps, si vous choisissez le régime du réel, vous n'allez pas payer d'impôts sur ces revenus locatifs en France. Après, il existe des conventions bilatérales entre chaque pays d'Europe et du monde. Je crois savoir, sans être une spécialiste, qu'effectivement, en Belgique, vous devez reporter un certain nombre d'informations dans votre propre déclaration fiscale. Maintenant, on n'est vraiment pas spécialiste et je ne sais pas lesquelles exactement et la manière dont vous allez être taxé. La plupart du temps, c'est le report des revenus locatifs et de certaines charges qui rentrent en fait dans le calcul de l'assiette de l'impôt. Mais comme c'est différent pour chaque pays, c'est un petit peu difficile de vous orienter sur ce point-là. Merci. Une seconde question. Je suis usufruitier d'un bien mis en location. Quels sont les impacts? Alors, l'impact que vous allez avoir dans le cadre d'un démembrement de propriété, c'est qu'il ne va pas être possible d'amortir sur 25 ans la valeur immobilière du bien, puisque celle-ci a été démembrée. Donc, on ne va pouvoir, du coup, amortir que la partie de l'usufruit, la valeur de l'usufruit. Donc, au moment de la donation, c'est uniquement cette valeur-là qui sera amortissable en fonction également de l'âge de l'usufruitier. Donc, il va y avoir un retraitement fiscal dans votre liasse. La part de nue propriété sera réintégrée fiscalement au résultat qui est généré. Donc, voilà, ça peut faire pencher la balance sur le résultat. S'il y a un déficit qui est un tout petit peu, qui est faible ou qui est un petit peu limité, ça peut jouer sur ça. Une autre question maintenant pour savoir si lorsque le bien est acquis lors d'une succession, mais que ce bien n'a pas été loué, est-ce que les 25 ans de l'amortissement démarrent au début de la mise en location?
Alors, si vous avez hérité d'un bien il y a 10 ans et que ce bien n'a jamais été mis en location jusqu'à cette année, par exemple, effectivement, on va partir sur 25 ans d'amortissement. Je complète aussi, c'est que normalement, dans le cadre d'une succession, on se base sur une valeur à la succession, donc on repart sur une nouvelle valeur du bien. Donc dans ce cas-là, ça débute les amortissements aussi au moment où on réévalue le bien. Aussi, on va changer de numéro sirène, puisque Si le bien a été loué avant. voilà, on va changer de numéro sirène si le bien a été loué avant. Donc, dans ce cas-là, on va débuter une nouvelle activité. Donc, les 25 ans débuteront à cette date-là. Une question maintenant sur les numéros SIRET. Pour la location d'un bien situé dans un autre département, quand on a plusieurs biens dans plusieurs départements, est-ce qu'il faut un nouveau numéro? Est-ce que le numéro SIRET est rattaché à un bien ou à une zone géographique? Alors, le numéro SIRET, il est composé du sirène. Donc ça, ce numéro-là, c'est 9 chiffres. C'est propre à chaque entité fiscale. Ce numéro-là ne change pas. Et après, il est complété d'un numéro qu'on appelle le NIC, qui est rattaché à l'activité. Ce n'est pas lié à la zone géographique, c'est vraiment lié au type d'activité et au bien aussi, puisque le numéro, les deux derniers chiffres, donc le NIC, changera en fonction des biens, mais le numéro sirène qui compose le SIRET ne change pas. C'est ça, et en fait, ce n'est pas du tout lié à la zone géographique ou autre, hein. C'est des formalités qui sont faites au fur et à mesure de l'enregistrement, au fur et à mesure de la vie de votre activité. En fait, à chaque fois que vous apportez un nouveau bien à cette activité de location, on va faire une formalité auprès de l'administration fiscale pour leur signifier qu'il y a un nouveau logement qui entre dans l'activité. Et à ce moment-là, il est attribué un nouveau numéro SIRET, du coup, pour ce nouveau logement. Mais effectivement, le sirène, la base de votre activité, reste la même. Pour rester sur... C'est plus facile pour le suivi aussi. Voilà, par exemple, on tape, si on recherche votre activité, on tape votre sirène, par exemple, sur le site Sirenet, et on va voir tous à la suite tous les biens dont vous êtes propriétaire. Pour rester justement là sur ce numéro SIRET, il y avait une question pour savoir est-ce que lorsqu'on est au micro-BIC avec un meublé un meublé de tourisme, est-ce qu'il faut justement un numéro de SIRET ou pas? Normalement, vous êtes censé immatriculer votre activité de location meublée, quel que soit le régime fiscal que vous avez choisi. Donc, au micro comme au réel, c'est une obligation. On voit très bien quand on dépose les déclarations d'impôt sur le revenu que ce n'est pas bloquant, ça passe tout à fait, mais normalement, vous avez cette obligation. Et c'est principalement pour permettre aux impôts de tracer un petit peu les propriétaires qui font de la location, notamment pour vérifier s'ils sont redevables d'une CFE, peut-être également pour vérifier s'ils s'acquittent bien des taxes de séjour sur leur location. Donc voilà, ça permet en fait une certaine traçabilité pour les impôts et c'est pour ça qu'ils exigent que chaque propriétaire s'immatricule, quel que soit le mode, le régime de location. Très bien. Maintenant, il y avait une question sur la taxe d'habitation pour savoir si justement on était soumis à la taxe d'habitation s'il n'y avait aucune utilisation personnelle du bien. Alors, normalement, non. En fait, ça va vraiment dépendre du mode de location de votre bien. Si, prenons l'exemple d'un bail commercial, vous n'avez pas les clés de votre appartement, c'est la société d'exploitation qui gère à 100% votre logement. Et dans le bail que vous avez signé, vous n'avez aucune clause d'occupation personnelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas prévu dans l'année de vous bloquer 2 semaines de location pour que vous puissiez profiter de votre bien. À ce moment-là, si on constate 0 jour d'occupation personnelle, vous ne devriez pas être concerné par la taxe d'habitation.
Par contre, toujours dans ce même exemple du bail commercial, vous n'avez toujours pas les clés de votre logement. C'est la société d'exploitation qui gère à 100%. Il est prévu 2 semaines d'occupation, je ne sais pas, début avril, les 2 premières semaines d'avril. Là, l'administration va considérer que vous avez la possibilité d'utiliser votre bien qui est donc votre résidence secondaire et donc vous pouvez être soumis à la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Et donc, c'est le même principe pour tous les autres modes de location, hein, du moment que vous avez la possibilité d'avoir les clés de votre logement et de l'occuper à un moment donné de l'année, que vous y alliez réellement ou pas, vous serez soumis à la taxe d'habitation. C'était l'objet un petit peu de toute cette campagne l'année dernière, au mois de juin, sur la gestion des biens immobiliers et sur les espaces particuliers. En fait, les impôts ont souhaité tracer un petit peu les propriétaires de résidences secondaires pour vérifier s'ils étaient soumis à la taxe d'habitation ou non. En fait, si vous louez votre bien à l'année, pas de souci, vous pouvez faire annuler votre taxe d'habitation. Si vous le louez à la semaine, à moins d'avoir un mandat de gestion exclusif avec une agence où vraiment vous ne pouvez jamais aller dans votre logement, il y a quasi 100% de chances que vous soyez soumis à cette taxe d'habitation. Une question maintenant sur, donc je suis LMNP au régime réel simplifié, ma comptable me dit que la taxe d'habitation ne peut pas passer en charge et justement la question est, est-ce qu'elle peut être ou non prise en charge, cette taxe d'habitation? Est-ce que Peut passer en charge, pardon. Oui, alors peut-être qu'il s'agit effectivement d'une résidence secondaire. Dans ce cas-là, on aura certainement déclaré quelques semaines d'occupation du propriétaire en loyer nature et bien entendu, on pourra en face déduire la taxe d'habitation dont est redevable le propriétaire. Une autre question maintenant, si on a différents biens dans différentes communes, doit-on créer des établissements secondaires et donc des CFE par commune et sinon quels sont les risques? Alors effectivement, il faut ouvrir des établissements secondaires en fonction des acquisitions qui sont réalisées. Donc, il y a une première création d'activité. Donc, on crée un numéro sirène pour le premier logement. Et après, sur la base de ce sirène-là, sont ouverts des établissements secondaires. Donc, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, le numéro SIRET à la fin sera différent puisqu'il y aura une pluralité de biens. Il sera effectivement possible d'avoir des CFE attitrés à chaque logement. Donc ça, c'est en fonction du secteur, de la décision qui a été prise par la commune et le secteur de l'imposition des activités de location à la CFE. Mais vous pouvez effectivement avoir autant de CFE que vous avez de logements au sein de votre activité. Tout à fait. Et sur cette CFE, est-ce qu'il n'y a plus aucune possibilité d'exonération désormais? Ça semble compliqué. On avait des exonérations possibles, hein, comme on vous le disait tout à l'heure, quand, par exemple, on classait son bien en meublé de tourisme. Ça disparaît à partir de l'année 2024. Les propriétaires qui étaient sous bail commercial également bénéficient de cette exonération. Ça semble vraiment très compliqué de demander l'exonération de cette cotisation foncière des entreprises. À savoir qu'il est possible chaque année d'en demander le dégrèvement, donc c'est-à-dire d'en demander le remboursement partiel. Donc, quand vous consulterez vos avis de cotisation foncière, vous le verrez, il y a le montant de votre imposition à vous et en dernière page, vous allez pouvoir voir ce qui est appelé la cotisation minimum. Donc, c'est le montant minimum de la cotisation sur le secteur. Et nous, chaque année, pour nos clients, au mois de juin, on demande le dégrèvement des CFE pour que notre client, finalement, ne soit imposé que sur la base de la cotisation minimum qui est prévue dans l'avis. Et donc, on fait des demandes de dégrèvement qu'on adresse au service des impôts des entreprises pour que le propriétaire puisse recevoir le remboursement de la différence entre la base de la cotisation minimum et ce qu'il a réellement payé au moment de l'imposition.
Et une exonération totale, aujourd'hui, à partir de 2024, je pense que ça ne sera pas... Alors, pour ce qui est allocation par bail commercial, c'est compromis et je pense que c'est mort. En revanche, pour ce qui est classement meublé de tourisme, pour l'instant, on attend. Là, il y a une réforme de la fiscalité immobilière locative qui est en cours avec une députée qui s'appelle Anaïg Lemeur qui travaille sur le sujet. On attend ses conclusions sur le mois d'avril pour voir un petit peu s'ils vont chahuter cette fiscalité. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. On est sur nos gardes et on surveille. On a une veille fiscale importante pour justement voir à quelle sauce on va nous manger l'année prochaine ou cette année déjà. Et pour l'instant, ce sera la dernière question que j'ai dans le chat. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les formalités à accomplir auprès des impôts si on passe par un loueur professionnel? Et il cite un exemple sur la création de SIRET, sachant que le loueur professionnel en a déjà un. J'ai pas compris la question. Donc si c'est un vrai loueur en meublé professionnel qui date de plusieurs années, donc qui a déjà un enregistrement au RCS, qui s'est affilié à l'URSSAF et qui paye des cotisations, là, on continue dans cette activité de loueur en meublé professionnel et il n'y a pas de démarche complémentaire à faire. Je ne sais pas si c'est l'objet de la question. Est-ce que la personne qui avait posé la question, est-ce que ça vous donne une réponse ou pas? N'hésitez pas sinon à activer votre micro ou à réagir dans le chat. Je ne sais pas aussi s'il y a des personnes, j'ai peut-être oublié, il y avait quand même pas mal de questions. Si votre question n'a pas trouvé réponse, n'hésitez pas à la réécrire ou à lever la main et à vous exprimer directement. Il y a une question de Monsieur Duroux, là, je le lis. Quel coût pour avoir du conseil pour démarrer une activité de loueur meublé? Je la trouve intéressante, cette question. Aujourd'hui, on vous renseigne avec plaisir, particulièrement dans le cadre du partenariat avec la communauté de communes de Loisan. Vous pouvez tout à fait nous appeler, nous soumettre votre situation. On étudie vos besoins. On peut faire une simulation, c'est assez rapide. En une demi-heure, on arrive à faire le tour de la question en principe, à moins que, évidemment, il y ait énormément de logement et une complexité dans le dossier, mais on ne facture pas forcément le conseil en amont. Alain G, peut-être, si vous voulez vous exprimer, je peux vous levez la main. On ne vous entend pas, enfin, ou alors c'est juste de mon côté. On n'entend pas. Sinon, en attendant d'essayer de résoudre le problème technique, je vais prendre une question dans le chat. La ventilation 90-10 sur la construction de terrain est-elle remise en cause par l'administration fiscale dans nos stations? Non, pas réellement. Après, tout dépend effectivement de la station dans laquelle le bien se situe. On peut être amené à valoriser un petit peu plus le terrain, mais alors après, je connais peu le marché de Loisan. Je connais un peu mieux le marché de la Tarentaise et c'est vrai que sur certaines stations, on va prendre un peu plus que 10% pour valoriser les terrains, tout comme dans certaines villes. Mais en tout cas, on n'a jamais, personne n'a jamais remis en cause cette valorisation du terrain à 10%. On a eu des contrôles et ça n'a jamais été l'objet d'un questionnement de l'administration fiscale. Donc effectivement, pour la question, oui, donc les slides, elles seront disponibles, tout comme l'enregistrement du webinaire. Donc vous pourrez
retourner dessus à loisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, visiblement, toutes les questions ont trouvé réponse. Clarisse et Sabrina, je vous laisse le mot de la fin si vous le souhaitez. En tout cas, je pense que ce webinaire a été particulièrement riche et très interactif. J'espère qu'il vous aura été à toutes et à tous utile. Donc, je vais vous relaisser la main pour dire le mot de la fin, mais je vous remercie beaucoup pour votre participation et pour ce webinaire qui, je pense, s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup, Robin. Merci à vous tous pour votre participation. Je vous le redis, notez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter. On vous a donné les cas généraux, voilà le cas général de la location meublée, mais chaque cas a ses spécificités. Donc voilà, si vous souhaitez du conseil personnalisé, comme l'a dit Christelle, c'est avec plaisir qu'on vous renseignera dans le cadre de notre partenariat avec la communauté de communes de Loisan. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà, on reste à votre disposition et voilà, c'était un très bon moment pour nous. Merci à tous.